Qu'est-ce qui est venu à ma conférence déjà hier pour savoir si... Ben, c'est parfait, c'est presque tout neuf, sauf vous deux. Bon. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes, pas beaucoup d'hommes. C'est assez habituel. Je vais parler du couple. Alors je me dis, c'est peut-être les femmes qui ont un peu de problème avec les couples, plus que les hommes, ou alors c'est les femmes qui cherchent les solutions, plus que les hommes. Je ne sais pas. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis docteur en médecine. Je suis installé en France entre Paris et Lille, donc en Picardie, à côté d'Amiens, où depuis un certain nombre d'années, j'anime un centre de remise en forme et d'évolution, où je vois passer beaucoup de gens avec leurs problèmes, leurs misères. Et en même temps, j'ai développé toute une série de formations pour apprendre, entre autres, à sentir les enveloppes énergétiques. Je vous en toucherai deux petits mots tout à l'heure à propos du couple. Apprendre à faire des rééquilibrages énergétiques avec les couleurs, avec les sons, etc. Et puis en fait, apprendre à être heureux. Parce que le fond du problème, c'est là. C'est comment est-ce qu'on va, chacun d'entre nous, choisir d'être heureux. Alors pour ce qui est du couple, qu'est-ce que ça turbule en ce moment ? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des fils partout, j'ai un peu de mal à m'y faire. Bon. Il y a un couple sur deux à Paris qui divorce, un couple sur trois en province. Chez vous, ça doit être à peu près du même ordre. Ce qu'on peut dire, c'est que la mise en couple, c'est ce que j'ai mis dans le titre de la conférence, c'est souvent une mise en dépendance organisée. On peut dire aussi que c'est souvent assumer ensemble les problèmes qu'on n'aurait jamais eu si on était resté tout seul. Moi, j'ose dire que c'est peut-être aussi autre chose, c'est peut-être un laboratoire d'évolution personnelle. Et c'est ça que je vais vous développer aujourd'hui. Alors, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ose pas dire, moi je suis marié depuis assez longtemps. Donc j'ai connu aussi cette génération-là, c'était mon cas, où les choses étaient relativement claires, quoi. On était grands, on avait une vingtaine d'années, on voulait quitter papa et maman, on se mariait, ça nous donnait une certaine autonomie, une certaine reconnaissance sociale. En plus, on avait le droit de faire l'amour. Avant, on n'avait pas le droit. Après, on était obligé, remarquez. C'était pas... Mais, bon, ça, c'était relativement simple. Puis au moins, quand on était mariés, c'était pas compliqué. Les rôles étaient assez bien partagés. Il y avait le mari qui travaillait, la femme, elle restait à la maison. On commençait à avoir des femmes qui travaillaient, mais c'était quand même, aux dépens des enfants, c'était pas terrible. Donc la femme, c'était plutôt à la maison, à s'occuper des enfants. On s'était engagé dans le mariage à l'église, le mari a protégé sa femme et la femme a obéir à son mari. Au moins, c'était clair. Maintenant, les jeunes, quand ils disent qu'ils sortent ensemble, d'abord, ils ne font pas que sortir, ils rentrent. C'est-à-dire qu'ils couchent ensemble avant même de se connaître. Enfin, c'est ce que nous, les plus vieux, des fois, on croit. Je vois même des personnes d'un certain âge, des personnes vraiment très respectables, des femmes de 50, 55, 60 ans, qui ont toujours été très raisonnables, qui se mettent à dire, mais pourquoi est-ce que je ferais l'amour qu'avec mon mari ? Puis il y en a qui disent, après tout, je suis marié, c'est bien, j'ai un certain équilibre avec mon mari ou avec ma femme, mais est-ce que je suis obligé de vivre tout avec mon mari ou avec ma femme ? Alors, notamment chez vous, mesdames, vous commencez à sortir un peu plus. Et les hommes ont un peu de mal à supporter. Je ne sais pas si vous avez vu le film La Crise de Colin Serrault. Il y a des morceaux d'anthologie là-dedans. Il y en a notamment deux. Il y a celui quand la jeune femme, la sœur du héros, reçoit son copain qui arrive avec ses valises, ses sacs à dos, son vélo et tout ça, qui dit « Puisqu'on s'aime, je viens habiter chez toi ». Elle regarde, elle lui dit « Mais il n'est pas question. Tu rentres chez toi tout de suite. Moi, je veux bien te rencontrer pour le plaisir, pour tout ce qui est les satisfactions ensemble, mais il n'est pas question que tu viennes te vautrer sur mon divan devant ma télé, tes chaussures sur ma table de salon, à boire tes bières avec tes copains, pendant que moi, je me tape la vaisselle et le ménage, que je lave tes chaussettes. Non, 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 non. Tu rentres chez toi. » Et ça, on le trouve de plus en plus. Des femmes qui ne veulent pas se mettre en couple pour ne pas avoir non seulement les enfants, mais le mari à s'occuper. Alors, qu'est-ce qui est juste dans tout ça ? On est un petit peu paumé. Qu'est-ce qui va devenir de toutes ces turbulences ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Tout fout le camp, ma bonne dame. C'est plus comme avant. Il n'y a plus de respect de rien. Alors en fait, déjà, il y a une première remarque, c'est que, en relisant un tout petit peu les philosophes grecs, mais je ne vais pas m'attarder sur les philosophes grecs, on va s'apercevoir qu'il y a une première rupture qui s'est faite à ce moment-là, et nous avons hérité d'un système de croyance issu d'une des pensées dominantes de la philosophie grecque, à savoir, nous sommes au départ un être complet quand il y a à la fois homme et femme, comme deux parties d'une orange coupées en deux,
Nous sommes une moitié d'une orange et nous passons notre vie à chercher l'autre moitié qui va nous compléter. Autrement dit, cette pensée philosophique nous amène à voir le couple comme une complétude. Je cherche mon autre moitié. Sans mon autre moitié, je ne suis rien. Il faut bien vous mettre dans la tête que ça, c'est un système de croyance, c'est une pensée philosophique. Est-ce que le partenaire du sexe complémentaire, encore que maintenant, ce n'est pas forcément du sexe complémentaire, on y reviendra peut-être un petit peu, hein. Est-ce que le partenaire est l'autre moitié de mon orange? Est-ce qu'il existe quelque part dans le monde un idéal qui va venir compléter mon manque? Notre philosophie de couple est une philosophie du manque. Et vous voyez tout ce que ça va pouvoir entraîner comme frustration, puisque la plupart d'entre nous ne trouvent jamais de quoi combler complètement ce manque. Et on est dans une course éperdue. Et puis alors on va prendre une première femme ou un premier mari, ça ne marche pas, on se sépare, on en prend un deuxième, ça ne marche pas, on se sépare, un troisième, ça ne marche pas, on se sépare, et puis c'est toujours pareil. On va pouvoir essayer de penser les choses autrement. Plutôt que de raisonner en termes de complétude, j'ai un vide à combler. Si on raisonnait en termes de leçons à apprendre, c'est-à-dire, si je me mets en couple avec un partenaire, est-ce que je peux imaginer que je ne me mets pas en couple pour satisfaire un manque, mais pour apprendre de l'autre ce que je ne sais pas encore? On va partir de cette hypothèse. La mise en couple ne vise pas à se mettre avec quelqu'un parce qu'on a besoin de lui pour boucher des trous, mais pour apprendre de lui les leçons de ce qu'on ne sait pas encore. Ce qui est manque n'est pas manque que l'autre va boucher, mais manque qu'il va m'apprendre à combler. Se pose la question après, une fois que j'ai appris d'un partenaire tout ce qu'il a à m'apprendre, quel est l'intérêt du couple? Eh bien, l'intérêt du couple, à ce moment-là, est de faire alliance avec un partenaire, non pas pour se compléter, mais pour être ensemble créateurs de quelque chose de l'ordre de l'amour. Créateur, pour ceux qui étaient là hier, créateur du divin qui s'incarne. Je ne reste pas avec toi parce que j'ai besoin de toi, je reste avec toi parce qu'avec toi, je choisis de créer quelque chose. Et le couple épanoui est celui-là. C'est celui qui symbolise réellement, par la réalité qu'il est, l'alliance entre Dieu et l'homme. Dans l'Église, d'ailleurs, c'est ça, l'alliance entre Dieu et l'homme. Mais dans l'Église, ça a été vécu jusque-là comme un Dieu hiérarchique, c'est-à-dire la femme d'obéissance à l'homme, comme l'Église et le chrétien doit obéissance à Dieu. Mais nous sommes en train de découvrir que nous sommes hologrammes du divin. C'est-à-dire que nous sommes une façon d'être du divin qui s'incarne. Et donc, l'alliance n'est pas une alliance de deux êtres qui ont besoin l'un de l'autre. Dieu n'a pas besoin de nous. Comme nous n'avons pas besoin de Dieu quand on a compris qu'il était là. Par contre, nous choisissons de faire alliance. Tout ce que je vous donne là, c'est mon point de vue. Vous prenez ce que vous voulez et le reste, je suis tout à fait prêt à discuter. Mais j'essaie de vous montrer comment on peut changer un petit peu de perspective. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la plénitude de l'être humain que l'on vise en apprenant des leçons avec, entre autres, un partenaire? Qu'est-ce que c'est que de devenir un être humain complet avec lequel on peut faire alliance? Alors, pour ceux qui étaient là, je vais un petit peu me répéter, ceux qui étaient là hier, mais ça ne fait rien. J'appuie ma réflexion sur le couple, comme les autres réflexions philosophiques que j'élabore, sur la conception hologrammique de l'être humain et du corps. Nous fonctionnons comme un hologramme. Qu'est-ce que c'est qu'un hologramme? Un hologramme, c'est une photographie. Donc là, je parle d'une technique photographique qui consiste à prendre en photo un objet avec des lumières laser. Je vous passe la technique, mais le résultat est le suivant. Quand on développe le cliché ainsi pris, qu'on le projette, on obtient une image de l'objet en relief. Et bien plus, si on découpe un morceau du cliché, qu'on le projette
dans les conditions de la prise de vue, on obtient toujours une image de la totalité de l'objet. Simplement, nous changeons de point de vue en fonction de l'endroit où nous découpons le morceau et nous diminuons le relief en fonction de la taille du morceau. Un exemple. Supposons que nous soyons capables, on ne sait pas encore le faire, mais de prendre en photo cette salle, tous les gens qui sont dedans, avec la technique holographique. On développe le cliché, on le projette, on retrouve l'image de toute la salle en relief et je pourrais en faire le tour pour aller serrer des mains, faire des bises, tout ce que vous voulez. Je découpe un morceau du cliché qui correspondrait par exemple à la tête de madame. Je projette le morceau de cliché qui serait la tête de madame dans les mêmes conditions. Eh bien, on va voir apparaître l'ensemble de la salle du point de vue de madame. Donc on va pas voir tout, mais on aura quand même un peu de relief. On aura tout, mais il y aura des coins qui seront cachés. Bon, ça, c'est un hologramme. On sait faire. Et on sait aussi, avec ces techniques de prise de photo au laser, hologrammique, on sait aussi sur un timbre-poste, pas très gros un timbre-poste, imprimer 500, non, je crois que c'est 200, on n'est plus à une près, Bibles, 200 Bibles. Pas 200 pages, 200 Bibles. Donc, on sait techniquement qu'on peut avoir des transferts d'informations très, très, très importantes sur des très petites surfaces et y avoir accès de façon assez facile. Eh bien, nous fonctionnons comme un hologramme. Ça, une des techniques que j'ai développées, qui s'appelle l'holopsonie, permet de l'objectiver. Si on fait l'holopsonie, consiste à faire des tests d'écoute, on regarde comment les gens entendent, on mesure leur seuil d'audition, fréquence par fréquence, oreille par oreille. Et on s'aperçoit que quelqu'un qui est censé entendre normalement, une oreille à peu près équilibrée, je ne parle pas des pathologies de l'oreille, surdité de transmission, de perception et tout ça, ce que je vous dis là se superpose à ça. Eh bien, on va s'apercevoir qu'on n'a jamais une courbe régulière. Chacun d'entre nous a des pics d'hypersensibilité à certaines fréquences et des creux d'hyposensibilité à d'autres fréquences. Et ces pics et ces creux correspondent à une partie du corps dans son expression symbolique. Je m'explique. Vous avez un problème à l'estomac. On commence à savoir maintenant, avec tous les bouquins qui sortent sur la symbolique corporelle, que quelqu'un qui a un problème à l'estomac, c'est son estomac qui lui dit « il y a quelque chose qui ne va pas dans ta relation à la nourriture ». Symbolique. Et c'est souvent en lien avec la relation à la mère. Tiens, si je peux donner un exemple dans le domaine du couple, ça serait aussi bien, après tout. Vous avez un problème d'ovaire, mesdames, un kyste à l'ovaire. Eh bien, la symbolique de l'ovaire, c'est généralement la sexualité ou la maternité. Votre corps vous dit comment tu vis ta sexualité ou ta maternité. On fait un test d'écoute. On regarde comment la personne entend. On a toutes les chances de voir qu'elle entend trop bien ou moins bien la fréquence de 1000 Hz qui correspond à l'ovaire ou à la hanche. C'est d'ailleurs une symbolique assez proche. C'est vrai pour les testicules de ces messieurs d'ailleurs, c'est le même niveau. Derrière ça, j'ai mis au point une technique qui consiste à faire écouter de la musique qu'on découpe en tiers d'octave, qui permet de filtrer les pics et d'augmenter les creux. Donc on fait en quelques séances, 6 à 20 séances d'une demi-heure à 1 heure, 1 ou 2 fois par jour. On fait une stimulation de l'oreille interne et du cerveau, et on s'aperçoit qu'on arrive à effacer les pics et les creux. Et qu'est-ce qu'on observe? À ce moment-là, le nœud qui s'était constitué se libère. Si par exemple vous aviez souvent mal à l'ovaire, pour prendre cet exemple-là, eh bien vous allez vous apercevoir que si le pic à 1000 Hz s'efface, ce qui est souvent le cas, vous n'aurez pas mal à l'ovaire, au moins pendant un certain temps. Et si vous êtes un petit peu attentive à ce qui se passe dans votre tête, vous avez toutes les chances de voir remonter à la conscience le souvenir d'événements qui ont été mal vécus en rapport avec l'ovaire, donc avec la sexualité ou la maternité. À ce propos, je suis de plus en plus effaré depuis que les femmes parlent un peu plus, de voir combien les hommes vous ont fait souffrir de viol, de non-respect de ce que vous êtes depuis souvent que vous êtes toute petite. C'est vrai aussi pour certains hommes, notamment quand ils étaient enfants. Mais alors c'est vraiment effarant. Je crois que moi je ne soupçonnais pas ça. Je ne soupçonnais pas qu'il y avait une telle misère sexuelle dans notre société pour qu'on éprouve autant le besoin de faire souffrir les gens. Ça, vraiment, ça m'estomaque depuis quelques années. Donc il y a une masse de souffrance qui explique maintenant, alors je veux dire tous les problèmes liés
aux organes génitaux, que ce soit les seins, que ce soit les ovaires, que ce soit l'utérus, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y a un tel rebond de ces maladies-là, compte tenu du manque de respect qu'on a pu vous faire. Ceci dit, derrière, ce sont encore des leçons à apprendre. On va y revenir. Je reviens sur ce traitement par la musique pour dire simplement que c'est une technique qui m'a permis d'avancer dans ma réflexion, dans la mesure où elle permet d'objectiver que chaque partie du corps est représentée dans l'oreille interne. C'est ça que ça veut dire. Si j'entends trop bien une fréquence correspondant à un organe qui est perturbé, ça veut dire que tout le petit bonhomme est représenté dans l'oreille. Vous comprenez ça? Et si, en faisant écouter de la musique où on filtre la fréquence correspondante, on arrive à modifier le corps, les douleurs sur le corps, ça veut dire qu'on a accès à cette information-là de la partie du corps en travaillant sur l'oreille. Donc on est tout à fait dans l'exemple de l'hologramme dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous signale qu'il y a à Lausanne quelqu'un qui utilise cette méthode-là, qui a mon matériel, qui s'appelle Claude Chapuis, et qui a laissé ses plaquettes sur les tables devant. Donc s'il y en a qui veulent expérimenter ça, vous verrez que c'est une réalité concrète. Vous faites un test d'écoute, vous allez vous apercevoir que les douleurs ou les gènes que vous avez à différents endroits correspondent à des modifications sur le tracé, et qu'on peut les modifier avec un traitement adapté. Et puis dans les techniques qu'on utilise, nous, en cure, puisque je vous ai dit que j'ai développé un centre de remise en forme et d'évolution, j'ai rajouté d'autres techniques qui s'appuient également sur le fonctionnement hologrammique. Par exemple, l'irrigation colonique, laver les intestins. Bon, souvent, les gens font une séance. Vous connaissez bien ça en Suisse, ces irrigations coloniques. Ça, c'est devenu assez courant chez vous. Mais ce que vous n'avez sans doute pas encore expérimenté pour beaucoup, c'est qu'on peut faire 4, 5 ou 6 séances à raison d'une ou deux par jour. Et qu'on est surpris de voir ce qui sort encore après 3, 4, 5, 6 séances. Comme si on stockait dans l'intestin la mémoire des merdes symboliques qu'on n'a pas digérées dans la vie. C'est pas très médical, mais au moins tout le monde comprend. Tout se passe comme si, quand vous vivez un événement que vous ne digérez pas, ça se traduit par une matière qui va se bloquer dans un repli de l'intestin, la muqueuse se referme, la matière se dessèche, et ça vous empoisonne l'existence tant que ce n'est pas éliminé. Et pour les éliminer, il faut mouiller, donc faire plusieurs séances d'affilée. L'intestin fonctionnerait donc aussi comme un hologramme qui garde les informations. On fait le même genre de travail sur les enveloppes énergétiques. Les stages que je fais pour apprendre à faire des rééquilibrages sur les enveloppes, on apprend à le faire de façon très simple, c'est un paradoxe, n'importe qui peut l'apprendre, et c'est très efficace. Du coup, c'est comme si on arrive à donner à la personne ce qu'elle nous demande de lui donner à un niveau de conscience subtil, intuitive, avec beaucoup de précision. Et bien avec ces techniques très simples, on utilise aussi la voix d'ailleurs, qui peut débloquer des choses dans le même sens, on obtient le même genre de mécanisme de remonter à la conscience de vieux souvenirs, comme si la structure énergétique gardait aussi en mémoire, à un endroit correspondant à l'organe symbolique, les informations de ce qui a été mal vécu. De tout ce qui a été vécu d'ailleurs, mais simplement ce qui a été mal vécu, ça se traduit par une disharmonie. On a également un outil qui est une baignoire à hélice, qui fait le même travail sur la peau. Vous savez, ces phénomènes, mesdames, la cellulite, partout. Ces phénomènes de cellulite, de dermatogéréflexe, certaines éruptions et tout ça, ce sont sur la peau des mémoires d'événements qui ont été mal vécus. Et avec une baignoire très particulière, avec de l'eau froide, on a des hélices, c'est une agitation assez spéciale, on arrive à effacer ces dermatogéréflexes, ces zones de cellulite, et curieusement, les quelques personnes qui ont essayé de faire ça assez longtemps, nous normalement on le fait pendant les cures, 30 secondes à 3 minutes, mais il y en a qui ont fait ça pendant un quart d'heure, on observe le même mécanisme de remonter à la conscience de vieux souvenirs. Alors pour la cellulite, à propos, je vous signale que la cellulite ici est très nettement symbolique d'une protection du premier et du deuxième chakra, c'est-à-dire sentiment d'insécurité et difficulté dans sa sexualité. Alors vous pouvez toujours faire tous les traitements anticellulitiques que vous voulez, des aiguilles, de la mésothérapie, de l'électrothérapie, des massages et tout ça. Si derrière, vous ne retrouvez pas une sécurité, et notamment une sécurité dans le domaine de la sexualité, ça reviendra. Alors c'est rentable pour les thérapeutes, mais pour vous, ça fait qu'une couche de gras, une couche de maigre, une couche de... Bon. Bien, donc je reviens à cette idée d'hologramme. On a suffisamment de techniques maintenant pour vérifier que nous fonctionnons comme un hologramme. Alors maintenant, tirons-en les conséquences. Ça veut dire que chaque organe contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Ça veut dire que chaque cellule de chaque organe aussi, que chaque molécule de chaque cellule de chaque organe aussi, que chaque atome de chaque molécule, et puis je descends jusqu'à l'électron. L'électron, c'est la base de la matière. On est construit de ça, l'équivalent d'électrons. Eh bien, je vous signale
que pour les physiciens contemporains, l'électron n'existe que quand on l'attrape. Imaginez un étang dans lequel vous mettez un poisson. Le poisson se dissout dans l'étang. Il est bien dans l'étang, mais sous forme de potentialité de poisson. C'est mon électron. Vous mettez un pêcheur à la ligne sur le bord. Un pêcheur de truite. Il a son matériel pour pêcher la truite. Il attrape le poisson. Le poisson devient poisson, mais il devient truite. Mais vous mettez un pêcheur à la carpe à côté. Lui, il sait attraper que les carpes. Mais il est doué pour ça. Il attrape le poisson devient carpe. On le remet dans l'eau, il est sous forme de potentialité de poisson. Et bien, la matière, c'est ça. Autrement dit, nous existons les uns par rapport aux autres que parce que nous nous mettons en évidence les uns par rapport aux autres. Or, nous fonctionnons comme un hologramme. Ça veut dire que nous nous mettons en évidence les uns par rapport aux autres qu'en fonction de ce que nous sommes, de façon hologrammique à nous-mêmes. Ça veut dire que tout ce qui nous entoure est hologramme de nous-mêmes, est quelque part notre image, notre miroir. Vous voyez ce que ça peut donner pour le couple. Si vous choisissez un partenaire, vous l'avez choisi hologrammique à vous-même. C'est-à-dire que tout ce qui vous plaît chez lui vous renvoie à quelque chose qui est bien chez vous, mais que vous n'osez peut-être pas regarder. Et tout ce qui vous dérange chez lui vous renvoie à quelque chose qui vous dérange chez vous, et que vous n'osez peut-être pas regarder non plus. Déjà, quand vous vous posez les questions dans le couple de cette façon-là, en vous disant « Tiens, ça me gêne chez lui, il m'embête avec ça. » Qu'est-ce que ça fait résonner chez moi? Vous allez voir, vous allez commencer à progresser très très vite. Ah, je l'admire, je suis amoureux. Et à propos, tomber amoureux, c'est pour la production de l'espèce. Je vous incite vivement, quand vous êtes amoureux, à en sortir très très vite. Parce que le terme lui-même de tomber amoureux, ça dit bien ce que ça veut dire. On devient dépendant. Je ne dis pas que c'est inutile, mais il faut savoir en sortir. Bon. C'est une petite digression. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, le miroir. Donc, notre partenaire nous fait notre miroir. Donc, plus vous l'engueulez, plus vous l'agressez, plus vous refusez de voir ce qu'il est réellement, et bien plus vous vous niez vous-même. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que ça... Maintenant que vous avez compris la fonction de l'hologramme, on va remonter dans l'autre sens. On était sur la matière, l'électron, et on va remonter jusqu'à l'organe, jusqu'à l'ensemble du corps. Notre corps lui-même, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'il est aussi un hologramme? Donc une image d'un objet qui serait de l'autre côté du cerveau, qui fonctionne comme un filtre hologrammique. Alors imaginez, en suivant les travaux de Régis Dutheil sur la conscience superlumineuse et la conscience sous-lumineuse, que la vitesse de la lumière, considérée comme un plafond qu'on ne peut pas dépasser pour nos physiciens, soit en fait un seuil d'un autre niveau d'existence, autrement dit une frontière entre ce que Régis Dutheil appelle la conscience sous-lumineuse et la conscience superlumineuse. Notre corps, si on met le cerveau comme filtre hologrammique entre les deux, devient un hologramme d'un objet qui est dans la conscience superlumineuse. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Cet objet lui-même doit probablement être hologramme de quelque chose d'autre. Et de poupée russe en poupée russe, notre corps, dans cette hypothèse, devient hologramme de l'univers. Alors, à la place de l'univers, vous mettez conscience superlumineuse, conscience universelle, divin, pourquoi pas, amour inconditionnel. Pour moi, c'est à peu près équivalent, parce que aimer quelqu'un de façon inconditionnelle, c'est lui permettre d'exister. Et qu'est-ce que l'univers fait d'autre que de permettre à tout d'être, d'exister? L'univers est amour inconditionnel, en fait. Eh bien, nous sommes hologrammes de cet univers. Ce qui peut se traduire autrement, nous sommes un point de vue de l'univers dans un niveau d'existence. Comme le petit morceau de cliché qui correspondait à la tête de madame nous restituait un point de vue de la photographie de cette salle, de l'ensemble de cette salle, de toute la salle, de son point de vue. Eh bien, nous sommes ça, une façon d'être de l'univers. Comme nous créons de la matière, on l'a vu tout à l'heure, la matière existe que parce qu'on la crée, parce qu'on la fait advenir matière, sinon c'est une potentialité. Eh bien, mon corps
crée un point de vue sur l'univers, une façon d'être de l'univers, dans un niveau d'existence. Voilà ce que nous sommes. On peut dire autrement. Nous sommes image au sens fort du divin. Ça rejoint notre tradition chrétienne. L'homme est à l'image de Dieu. Alors à l'image, on pense une photographie. Vous savez, on pense à... Non, c'est bien plus fort que ça. Nous sommes une incarnation du divin dans un niveau d'existence. C'est notre fonction de réaliser ça. Je vais dire, c'est même notre responsabilité de réaliser une façon d'être du divin dans un niveau d'existence. Voilà. Quand vous vous mettez en couple, vous ne cherchez pas à faire ça à deux. Ce n'est pas parce que vous êtes avec un autre qui vous fait votre deuxième moitié d'orange que vous allez réussir ça à la perfection. Chacun d'entre nous est ce point de vue sur l'univers, le sien. Et le partenaire va m'aider à réaliser mon point de vue. Et moi, je vais m'aider à réaliser son point de vue. Et après, quand on sera chacun d'entre nous bien, ça se fait en même temps d'ailleurs, hein, quand on sentira qu'on est vraiment bien chacun dans son incarnation, nous pouvons choisir de faire alliance. Pour être ensemble, à deux, hein, deux organes ensemble, hologramme de l'univers. Nous choisissons de créer ça ensemble. Ça n'est plus du besoin, ça n'est plus de la dépendance. Alors comment y arriver ? Je prétends que ce n'est pas compliqué. Parce que devenir un être humain complètement épanoui, vous allez peut-être penser que c'est prétentieux de dire que notre fonction, c'est de devenir du Dieu qui s'incarne. Mais en fait, ça fait 2000 ans qu'on nous rabat les oreilles en nous disant que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Je suis d'accord avec ça d'ailleurs. Mais la seule possibilité pour qu'il soit à la fois homme et Dieu, c'est que la plénitude de l'homme, ça soit le divin. Sinon, il a triché. Parce qu'on ne peut pas être pleinement homme si on a un petit quelque chose de plus qui est d'avoir la conscience divine. Ça ne paraît pas possible. Ou alors, c'est que effectivement, la plénitude de l'humain, c'est le divin. Donc, quand vous êtes un homme ou une femme parfaitement épanoui, même une femme, pourtant c'est un homme, le Christ. Je souris parce qu'il y a une image qui est parue à un moment donné dans la presse où il y avait 3 images. Il y avait une représentation du Christ avec la barbe, et puis en robe longue. Il y avait un curé bedonnant avec la tension, et puis il y avait une femme élégante, enfin toujours en robe. Et en fait, le dessous c'était qui est vraiment à l'image de Dieu, en fait. C'est pour ça que je souriais un petit peu en parlant de ça. Bon, quelques digressions en passant. Or, quand vous regardez ce modèle qui est le Christ, il n'a rien fait de ses 10 doigts, pratiquement, à partir de 30 ans. J'exagère un peu. Mais à 30 ans, il a laissé tomber son travail. Il est allé se promener au bord de la mer, à la montagne, à la campagne. Il s'est fait des copains. Il a passé son temps à discuter le coup. Et puis en fait, il faisait des miracles. Et des miracles de façon extrêmement simple. Lève-toi et marche. Un petit peu de salive, hop, les yeux s'ouvrent, etc. Eh bien, je suis convaincu aujourd'hui que chacun d'entre nous est appelé à devenir ça. Et que ce n'est pas trop compliqué. Et pour réaliser ça, il faut et il suffit de satisfaire nos besoins fondamentaux. Ces besoins fondamentaux, et là le partenaire va nous aider, je vais bien nous aider, sont représentés symboliquement par les 7 chakras de la tradition orientale. Je vous parlais de la structure énergétique tout à l'heure. Elle comprend 3 enveloppes. D'ailleurs, je fais encore une petite digression sur les enveloppes énergétiques. Elles ont la propriété, les 3 enveloppes qui entourent le corps, qui font partie de la structure, de savoir exactement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Il suffit de les interroger. C'est ce qu'on apprend en stage. Hein. Il y a 3 enveloppes, une qui correspond au physique, l'autre à l'affectif, la 3e au mental. Et bien, quand vous mettez 2 personnes qui s'entendent bien entre elles, les 3 enveloppes s'élargissent des 2 côtés. Quand vous mettez 2 personnes qui ne s'entendent pas bien entre elles, leurs 3 enveloppes se rétrécissent. Et puis, il y a tous les phénomènes possibles de compensation. Il y en a un qui se recharge sur le plan affectif en pompant l'autre sur le plan physique, etc. Tout est possible. Et ça, maintenant, on peut l'apprendre et on sait faire. Repérer quelle est l'harmonie aujourd'hui entre les gens dans un couple. C'est-à-dire qu'on peut dire, en ce moment, vous, sur le plan physique, ça va, sur le plan affectif, ça ne va pas, sur le plan mental, ça va ou ça ne va pas. Ça va dans un sens, ça ne va pas dans l'autre. Et surtout, on sait dire comment ça serait si c'était au mieux des possibilités, grâce à ces enveloppes, en les interrogeant. Bon, alors, je ne détaille pas trop, parce que
Ça peut paraître un peu compliqué de le faire comme ça, mais en fait, est-ce que je dois me séparer et tout ça, on peut nous poser les questions dans ces termes-là. Bon, on ne va jamais répondre, d'ailleurs, vous devez faire ça. Mais simplement, on est capable de dire, aujourd'hui, il y a tel type d'harmonie ou de disharmonie entre vous, mais on peut aussi dire, il y a telle harmonie potentielle. Donc, si on sent une harmonie potentielle vraiment équilibrée, intéressante, on peut également demander, par l'intermédiaire de ces enveloppes, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là. Et si on ne sent vraiment pas de potentiel d'harmonie, à ce moment-là, on peut dire aux gens, vous faites les choix que vous voulez, parce qu'on peut très bien choisir de se mettre en couple avec quelqu'un, même si on n'est pas en harmonie avec. Mais il faut savoir que, selon notre perception, ça sera difficile sur tel plan ou tel plan. Donc là, on a une aide pour les gens qui sont un petit peu déboussolés, ils ne savent plus très bien où ils en sont. C'est en fait comme si on vous permettait d'entendre ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est qu'on objective votre perception intuitive à vous. Donc ça ne fait que révéler à vous-même ce que vous sentez. Ça, c'est une aparté que je vous fais là, simplement pour vous présenter cette structure énergétique, qui est plus complexe que ça, et qui comprend, entre autres, donc encore du domaine de la structure, 7 grandes vis qui traversent toute la structure, qu'on appelle les chakras. Les orientaux connaissent ça depuis des millénaires. Et chacun de ces chakras, chacune de ces vis énergétiques, correspond à une fonction d'organe ou à un besoin fondamental. Donc notre rôle va être de satisfaire tous ces besoins fondamentaux pour devenir un être humain épanoui. Premier chakra, c'est le besoin de sécurité. Ça va avec l'argent, le pouvoir et les croyances. Deuxième chakra, deuxième besoin fondamental. Sexualité, fécondité. Le besoin de créer ou de procréer quelque chose ou quelqu'un avec les énergies du sexe complémentaire. Troisième besoin fondamental, au niveau du plexus, c'est le besoin de nourriture et travail. C'est-à-dire le besoin de transformer la matière pour notre croissance et notre évolution, ça c'est la nourriture, ou le besoin de transformer la matière au service de l'humanité et de la planète. Ça devrait être le travail. Quatrième besoin fondamental, quatrième chakra, le besoin d'amour affectif. Chakra du cœur, c'est le besoin d'être aimé ou d'aimer sur le plan affectif, d'être reconnu ou de reconnaître. Et le petit prince, j'existe pour quelqu'un. Sixième besoin fondamental, la gorge, c'est le besoin de communiquer, de s'exprimer, pas d'échanger des informations, de s'exprimer. Ça s'exprime autant avec les bras d'ailleurs qu'avec la gorge. Sixième besoin, c'était le cinquième, ça. Sixième, entre les deux yeux, chakra de la connaissance. C'est connaissance égale expérience. C'est le besoin de naître avec au sens étymologique. C'est même au sens biblique du terme le besoin de faire l'amour avec, c'est-à-dire de rentrer dans l'expérience. Le savoir devient connaissance par l'expérience. Et septième besoin fondamental, l'ouverture spirituelle. Ce besoin, dans mon schéma, c'est le besoin d'être relié à la source dont nous sommes hologrammes. Bien. Alors vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas deux personnes à avoir les mêmes besoins fondamentaux. Il y a des gens qui ne vont même pas se sentir en sécurité avec un compte en banque gros comme ça, avec le pouvoir sur les autres et avec un système de croyance un peu rigide. Et il y en a qui vont se sentir pleinement en sécurité avec rien. La sexualité, il y en a qui vont être très bien dans un couple toute leur vie. C'est assez rare, ça existe. Il y en a, ils ne seront pas bien avec 15 maîtresses, 36 enfants, et il y en a qui seront bien avec un partenaire du même sexe. D'autres qui seront bien avec un partenaire du sexe opposé, complémentaire, on va dire. Et puis ça sera vrai à un moment donné, ça ne sera pas forcément vrai définitivement. Besoin de nourriture, vous en avez qui mangent un bol de riz tous les jours, et puis globalement ça leur suffit avec un repas de fête de temps en temps. Il y en a d'autres, ils peuvent manger tout le temps au restaurant et ils ne sont pas satisfaits pour autant. L'amour affectif, vous en avez, ils se contentent d'avoir un ou deux amis. Il y en a, ils courent toujours après des amis. Besoin de communiquer, il y en a qui sont très bien dans le silence. Et ceux-là, quand ils disent un mot, souvent, vous pouvez faire attention, ça veut dire quelque chose. Il y en a qui parlent tout le temps, ils n'expriment rien d'important. Etc. Admettons ça une bonne fois. Nous n'avons pas les mêmes besoins fondamentaux, c'est clair.
eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est vous qui êtes responsable de la satisfaction de vos besoins fondamentaux. Et la première chose à faire, c'est de décider de vous en occuper. Et vous allez vous apercevoir que quand vous vous occupez de vos besoins fondamentaux, ben vous êtes content que les autres s'occupent des leurs, même si ce n'est pas comme vous vous en occupez. A contrario, si vous ne vous occupez pas de vos besoins fondamentaux, vous allez juger comment l'autre doit s'occuper de ses besoins fondamentaux. Et là, vous allez l'embêter, je peux vous le dire. Vous allez être dans le jugement. Plus vous êtes dans le jugement de vous-même, plus vous allez juger l'autre. Pensez à votre partenaire. Alors, chaque besoin fondamental contient les 6 autres. Prenons par exemple le besoin de sexualité. Il se vit dans la sécurité. Bon, il se vit dans le sexe, c'est logique. Il peut être plus ou moins... Les énergies sexuelles peuvent être modifiées par une alimentation adaptée. Pas seulement par la pilule bleue, mais ça fait partie de quelque chose qu'on absorbe. Ça se vit dans la reconnaissance affective. Ça se vit dans la communication. Ça se vit dans l'expérience, pas seulement devant Internet. Et ça se vit dans l'ouverture spirituelle. Encore dans notre société, on a un peu de mal à imaginer le lien entre le sexe et le spirituel. Mais le tantra, l'approche orientale, libère les énergies spirituelles par les énergies sexuelles. Comme quoi, système de croyance. Nous avons eu tendance à séparer les gens qui sont bien dans la terre, qui ont du fric, du pouvoir, système de croyance bien établi, qui ont éventuellement leur famille, mais on tolère les maîtresses quand même, pour les hommes. Les femmes, non, parce que les hommes, on a plus de besoins. Si on ne fait pas suffisamment l'amour, on s'énerve. Hein, on devient violent. Donc on a besoin du repos du guerrier. Donc on peut tolérer des esclandres pour les hommes. Les femmes, il n'y a pas de raison. J'en étais où, au fait, encore une fois? Vous me faites rire, alors j'ai du mal à suivre. Séparation des... Ah voilà. Donc il y a ceux qui sont bien dans le monde. Hein. Donc ceux-là, j'en étais à toutes leurs maîtresses. Ma femme, elle dirait, toi, tu as des vieux fantasmes qui remontent. Tu dois avoir des vieux comptes à régler avec le sexe. Parce qu'il faut dire que j'ai été au séminaire pendant 9 ans. J'ai fait 9 ans de séminaire, 2 ans de grand et 7 ans de petit. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à réapprivoiser la relation à la femme. C'est vrai. Et maintenant, peut-être que je règle des vieux comptes. Mais quand même, je crois que je ne suis pas le seul à être comme ça. Et puis alors, qui mangent bien, quoi. Des gens qui vont au restaurant souvent, je fume, je bois, je mange, etc. Le reste, après, on se fait des amis. Bon, on s'exprime, mais rarement. Hein. Alors, les pires, c'est les politiques, qui sont capables de parler pour ne rien dire pendant des heures. Hein. C'est caractéristique, c'est qu'ils n'expriment rien. Hein. Et puis, l'expérience, on est beaucoup dans l'intellect, hein, et ainsi de suite. La spiritualité, c'est réservé aux curés et aux femmes. Bon. Puis vous avez les autres, qui ont tout compris. Hein, eux, ils sont dans le spirituel. Aussi dans la connaissance. La connaissance, souvent intellectuelle d'ailleurs. Et puis, ils parlent bien, ils prêchent la bonne parole. Et ils font la charité. Hein. Le reste, après, il faut manger pour survivre. Et puis, après, non. Non, ça non. Pour faire des enfants, peut-être. Le sexe, oui. Et puis alors, l'argent et le pouvoir, c'est aussi caca que le sexe. D'ailleurs, c'est le même niveau d'énergie, le caca, que le premier chakra et que le deuxième chakra. Ça couvre les deux. Hein. Sécurité, sexualité. Eh bien, ils ont tous tort. Je ne sais pas où vous êtes situés. Sûrement là, d'ailleurs. Vous êtes tous là, sûrement. Parce qu'on est tous des gens bien. Hein, c'est vrai, quoi. Eh bien, si vous êtes là, vous allez faire un effort pour descendre. Si vous êtes là, ben vous allez faire un effort pour monter. Mais je pense que vous êtes surtout là. Donc, vous allez, une fois pour toutes, décider aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, de vous occuper de vos besoins fondamentaux. Parce que là, vous serez heureux. Et quand on est bien dans tous ces besoins fondamentaux, on rayonne de quelque chose de l'ordre de la joie, et c'est comme de l'amour qui se disperse. Hein? Alors, comment vous allez arriver à faire ça? Eh bien,
d'abord, vous allez arrêter de demander aux autres de satisfaire à tous vos besoins fondamentaux. Et notamment, vous allez arrêter d'exiger de votre partenaire qu'il comble tout ça. C'est ce qui se passe souvent. Hein. Je m'engage avec un partenaire, il m'assure la sécurité. J'ai ma maison, il ramène la paye à la maison, éventuellement j'ai mon salaire. Dans notre couple, on est sécurité. Je peux faire l'amour tranquille. D'abord, s'il ne va pas voir ailleurs, il n'y aura pas le sida. La terreur, le sida. Quel scandale, cette histoire de sida. Comme nouvelle mainmise sur la sexualité des gens, ça c'est pas mal. Si j'ai le temps, je vous en toucherai 2 mots. C'est tout à fait scandaleux pour empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer dans ce niveau-là. Hein. Bon, décidément. Aide-moi. Hein Oui, c'est ça. Vous avez arrêté de demander. Alors, pour la sexualité, c'est vrai que c'était bien établi jusque-là que la sexualité, c'était avec son partenaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas poser la question? Est-ce qu'il est légitime ou non d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre qu'avec mon partenaire, avec mon conjoint? J'ose poser la question. Je ne donne pas de réponse, parce que ça, je suis persuadé que c'est une réponse de couple. Je voudrais simplement vous inciter à réaliser qu'on est dans un système de croyance quand on se dit « je n'ai pas le droit de faire l'amour avec quelqu'un d'autre qu'avec mon conjoint ». On est dans un système de croyance. Mais les systèmes de croyance ne sont pas forcément mauvais. C'est-à-dire que si je me sens bien à n'avoir des relations qu'avec mon partenaire, il n'y a rien qui m'oblige à en avoir d'autres. Si je ne me sens pas très bien, si je sens que c'est insuffisant, je peux très bien sentir aussi que ça peut s'améliorer. Je vais oser faire des demandes à mon partenaire pour vivre un peu plus la sexualité que j'ai envie de vivre avec lui. Notamment dans le domaine de la sexualité, on ne fonctionne pas pareil, hein, les hommes et les femmes. Nous, notre plaisir, on l'a sur l'organe, surtout. Vous l'avez plutôt sur l'ensemble du corps. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Nous nous jetons sur votre organe, hop, on s'occupe de ça, et puis vous voulez nous caresser partout. C'est-à-dire que vous faites exactement l'inverse de ce qui serait bien pour l'un et pour l'autre. C'est l'histoire du couple qui, quand il se marie, au premier petit déjeuner, il y en a un qui laisse le crouton à l'autre parce qu'il aime bien le crouton et il se sacrifie pour l'autre, alors que l'autre, il va laisser l'ami à l'autre parce que justement, il aime bien l'ami. Il croit que l'autre, c'est pareil. Bon, ben là, dans la sexualité, c'est pareil. Plutôt de dire, écoute, moi, j'ai besoin que tu me caresses. Hein, et puis, toi, si tu as besoin que j'aille te caresser le sexe, d'accord, je veux bien y aller. Hein, mais on va au moins demander chacun ce qu'on a besoin pour soi. À ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça ne va pas bien à un moment donné dans la sexualité avec mon partenaire que ça ne va jamais aller. Donc, je peux me dire, c'est pas pour rien si nous nous sommes choisis, hein, c'est le phénomène du miroir, c'est que j'ai quelque chose à apprendre. Si ma sexualité ne va pas bien avec ce partenaire-là, eh ben on va en parler. J'allais dire, à la limite, il est plus sain d'avoir des relations sexuelles hors couple si on est bien dans son couple que si on y va parce qu'on a besoin d'autre chose. Vous voyez jusqu'où je pose des questions. Prenez-les plus comme des questions que comme des affirmations. Je vous déstabilise un petit peu pour sortir de tous ces schémas tout faits. Il me paraîtrait plus sain qu'un couple bien équilibré se donne l'autorisation d'autres expériences, d'autres créations d'amour, finalement, hein, simplement pour créer de l'amour ailleurs, autrement. L'amour est un art. L'érotisme à l'oriental, en tout cas, ils ont développé ça comme un art. On peut très bien se dire ça. C'est d'autant plus facile qu'on ne fait plus l'amour par besoin, par hygiène, mais qu'on le fait par création de quelque chose. Vous comprenez la différence? Et puis si dans le couple, dans mon couple équilibré, où je m'entends bien, l'un des deux dit « j'ai envie de faire d'autres expériences, moi je me sens prêt à les vivre », mais que l'autre dit « tu peux, mais moi ça va me faire souffrir », c'est aussi la liberté de celui qui a envie de vivre d'autres expériences, d'accepter, de dire « écoute, moi la priorité que j'accorde, c'est à ne pas te faire souffrir. Donc, pour l'instant, je ne vivrai pas d'expérience ailleurs. C'est une affaire de couple. » Ou au contraire de dire, écoute, je sais que ça va te faire souffrir, mais là, moi, j'ai envie de prendre une certaine liberté. Mais au moins, les choses sont claires. Le pire de tout, c'est d'être dans le mensonge. Au moins, les choses sont claires. Et la sexualité, pour moi, les deux tabous de notre société, c'est
sexualité, sécurité. Les gens se sentent en insécurité et vivent très mal leur sexualité, et notamment, surtout à cause du manque de dialogue. Nous avons peur de vous, mesdames, et vous avez peur de nous. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est de plus en plus clair. Si on pouvait, malgré notre peur, oser le risque de la vraie rencontre, on peut vraiment faire des progrès considérables. Pourquoi il y a autant d'homosexualité aujourd'hui? Vous n'êtes pas posé la question? Comme on a peur les uns des autres, vous avez peur des hommes, mesdames. Eh bien, pour apprendre votre féminité, vous allez trouver une femme. Quelle personne sera la plus à même, en confiance, de vous faire toucher votre sexualité qu'une femme? Eh bien, il y en a qui ont besoin de passer par un épisode d'homosexualité féminine, mais pareil pour les hommes. On a peur des femmes. Eh bien, à un moment donné, on peut avoir besoin d'expérimenter la sexualité masculine avec un homme. Et souvent, c'est une étape quand on accepte de le vivre comme ça, et non pas comme une culpabilité, je suis fait comme ça ouvre d'autres horizons. Bon, alors comme j'ai plus que quelques minutes, je vais accélérer. Alors, vous voyez que les deux principaux problèmes, c'est ça. Et pour les autres, l'exclusivité, je veux avoir qu'un ami, c'est toi. Cool. Hein. Bon, les partager les repas, on peut le faire avec d'autres. La conversation, tout ça, on peut le faire avec d'autres. Les plus gros problèmes, c'est surtout ça. Ça aussi, la reconnaissance affective. Bon. Alors, comment vous allez faire? Je vais vous dire, vous allez respecter vos désirs. Ne résistez pas à la tentation. Tentation, c'est une façon négative de parler des désirs. Allez au bout de vos désirs, mais allez-y consciemment, parce que ce sont toujours des expressions de besoins fondamentaux. Et puis essayez de ne pas être aussi tordu qu'on l'est la plupart du temps. Si vous avez vraiment envie de faire l'amour, eh ben, mangez pas trop de chocolat. C'est-à-dire, compensez pas par d'autres choses. Ne vous précipitez pas pour rentrer beaucoup d'argent dans votre portefeuille. Ne vous précipitez pas pour travailler beaucoup. Courez pas après les amis. Arrêtez de parler tout le temps, etc. Hein? Plongez pas dans un intellectualisme forcené ni dans un mysticisme gélatineux. Vous n'êtes pas obligé de faire l'amour tout de suite dans la salle. Non. Vous avez le droit de différer. Mais décidez de vous en occuper. Hein? Et puis, on a la chance, nous, de pouvoir visualiser les situations avant de les réaliser. Eh bien, faites-le. Visualisez avant de prendre une décision, par exemple de séparation de couple, ou bien d'expérience extra-conjugale, qui sait. Visualisez comment vous êtes. Est-ce que je suis bien dedans? Si je suis bien, j'y vais, même si j'ai peur. Si je ne suis pas bien, je diffère. Mais en tout cas, je choisis de m'occuper de tous les besoins, dont celui-là. Et pour y arriver, pour vérifier que ces besoins sont satisfaits et que les désirs sont bien connectés aux vrais besoins, eh bien vous allez écouter vos émotions, qui ne sont pas très nombreuses, qui sont assez peu nombreuses pour que vous vous en rappeliez. La première émotion, c'est la joie. Rappelez-vous toujours que quand vous êtes heureux dans ce que vous vivez, vous êtes dans votre vérité. Vous êtes hologramme de l'univers. Vous êtes du Dieu qui s'incarne. Même si ça ne correspond pas aux normes en vigueur. Par contre, vous avez d'autres signaux qui vous disent il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça, dans le couple, soyez très vigilants à ces signaux-là, parce que ça va vous permettre de progresser très vite. Premier signal, c'est la colère. Quand vous sentez de la colère, c'est que c'est une invitation à dire non. Dans n'importe quelle situation, notamment dans le couple, si une colère monte, vous dites stop. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas forcément quoi, mais je sais qu'il faut que je dise non. La tristesse. La tristesse, c'est une invitation à tourner une page. Alors, les drames des couples qui s'entendent bien. Vous savez, l'orange, on a trouvé sa deuxième moitié d'orange. Tous mes besoins sont satisfaits avec mon partenaire. Et puis il meurt, crac. Eh bien, ça peut être une chance inespérée. C'est dur ce que je dis là. Vous êtes triste. Ça veut dire que vous réalisez que tous les besoins sont plus satisfaits. Votre tristesse est légitime. Mais elle veut dire quoi? Elle veut dire que vos besoins sont plus satisfaits. Donc il faut tourner la page. Et vous allez à nouveau décider de vous occuper de vos besoins fondamentaux. Vous laissez votre partenaire mourir ou partir. Si c'est une séparation, c'est pareil. Vous le laissez partir. Ça, c'est une preuve d'amour. Y compris dans la mort. Laisser quelqu'un mourir ou quelqu'un s'en aller, c'est vraiment l'aimer d'un amour inconditionnel. Sa vie ou sa mort, c'est de toute façon sa vie. Et vous, vous décidez de vous occuper de vos besoins fondamentaux. Et souvent dans un divorce, quand il y en a un des deux qui s'en va, qui claque la porte, si l'autre tourne la page, il va s'apercevoir au bout de quelques temps
que c'est un service que lui rendait son partenaire. Et là, il ne sera plus dans le pardon de la vacherie qu'il lui a faite, il sera dans l'action de grâce. Je prétends aujourd'hui d'ailleurs que quand on arrive à l'amour inconditionnel, on n'a pas besoin de pardonner, sinon à soi-même. Parce que le mal n'a pas été fait. Si on l'a pris comme ça, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. C'est pas seulement en se mettant ensemble qu'on avance quelquefois, c'est quelquefois aussi en se séparant. Troisième émotion, la peur. La peur signale un danger. Tiens, j'irais bien faire une expérience extra-conjugale là-bas, il y a une petite sauterie, mais je sens une peur profonde. Vigilance, danger. Quatrième émotion, l'amour, au sens d'aimantation. C'est ce qui m'attire vers l'extérieur de moi-même. Le fait de tomber amoureux, je suis attiré par quelqu'un de l'extérieur. Ça me permet de me décentrer, donc de découvrir pas mal de choses. Ensuite, on a l'envie. L'envie, c'est ce qui me fait grandir. C'est-à-dire ce qui fait que quand j'ai 4 ans, j'ai envie d'en avoir 8 parce que mon frère, il fait quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Et puis enfin, la douleur ou la gêne. La douleur, ça signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous écoutez tout ça. Vous écoutez vos colères, vos tristesses, vos peurs, votre attirance, vos envies et vos gênes. Quand vous avez tout ça, vous vous dites, il y a un besoin chez moi qui n'est pas respecté. Et vous allez vous en occuper. Si vous ne faites pas ça, vos colères non écoutées vont devenir de l'agressivité. Au début, ça sera au moment des règles. Les femmes sont toujours agressives au moment des règles. Mais c'est aussi parce qu'elles ont accumulé des doses de colère pas possibles. La tristesse, si vous ne l'écoutez pas, vous allez finir par faire de la dépression. À force de ne pas tourner les pages, vous n'avez plus envie de rien. Vous êtes triste de tout. La peur, qui ne s'est pas écoutée, devient de l'angoisse. J'ai peur de tout. Et quand vous êtes angoissé, vous n'avez plus la capacité de connecter la vraie peur, celle qui va vous exprimer le danger, celle qui fait qu'en fait, vous n'avez plus peur de rien. Parce que vous savez que quand il y a vraiment danger, c'est là, vous êtes prévenu du danger. Et là, c'est le problème de la peur. C'est comme tellement dans l'angoisse, la société véhicule une montagne d'angoisse, c'est que là, vous n'échapperez pas à l'expérience. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Pour vérifier si ma peur est légitime ou pas. Mais j'y vais en conscience, de façon à ce que je sente quand il faut que je m'arrête si ce n'est pas pour moi. Là, c'est une difficulté parce qu'on est dans l'angoisse. Ensuite, vous avez l'amour. Si vous ne vous laissez pas attirer par l'extérieur, vous allez attirer l'extérieur à vous, possessivité. L'envie, si vous ne respectez pas votre envie de grandir, eh bien vous allez avoir de la jalousie. Comme je ne m'autorise pas, je vais jalouser ceux qui s'autorisent. Il n'y a pas de raison, pourquoi eux et pas moi? Et puis la douleur, si vous n'écoutez pas les gènes et les douleurs, vous allez tomber malade. Et ça sera symbolique du besoin qui n'est pas respecté. Quand vous avez une gêne au niveau des règles, pour revenir au couple, et Dieu sait s'il y en a, une gêne au niveau des ovaires, des difficultés dans tous ces domaines-là, vous pouvez vous dire, deuxième chakra, comment je vis ma sexualité, cancer du sein, le problème de sein et tout ça, mastose et tout ça. Comment je vis ma relation de couple. Si je ne la vis pas bien, et que je n'accepte pas de régler le problème, statu quo, pour pas faire de vagues, vous tomberez malade, puis vous finirez par en mourir. Et regardez notre société d'agressifs, de dépressifs, d'angoissés, de possessifs, de jaloux et de malades. Alors, osez vivre des expériences de couple dans l'état d'esprit que je vous ai dit là. Choisissez d'être heureux en couple ou hors couple. Pour ça, considérez que votre partenaire est là pour vous apprendre ce que vous ne savez pas encore et après, éventuellement, vous choisissez de faire alliance avec lui. Vous choisissez de vous occuper de vos besoins fondamentaux avec lui ou avec d'autres en respectant vos désirs, en les confrontant à vos émotions. Voilà le programme que je vous invite à parcourir. Alors, juste pour terminer, j'ai écrit 3 livres, dont un qui s'appelle Se guérir une histoire d'amour, où il y a un certain nombre de choses de ça qui sont reprises, que vous trouverez, s'ils ne sont pas vendus là, au stand Transat, au rayon 170. Ils sont revenus là. On va pouvoir vous donner à la sortie, pour ceux qui veulent, pour laisser la place libre, des petits coupons pour ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, qui veulent nous donner vos adresses. On vous envoie les programmes de ce qu'on fait comme activité en Suisse régulièrement. Et puis vous avez à l'entrée aussi les plaquettes qui expliquent ce que nous faisons au centre que j'anime. Et dedans, vous avez un petit résumé des différentes techniques avec l'état d'esprit que je vous ai développé. Donc ça vous donne aussi des rappels. Et je vous remercie de votre attention.